caractéristiques ou bien aux critères fondamentaux sur lesquels on se base pour reconnaître un philosophe. Qui est philosophe? Qui est philosophe? Parce qu'on voit, par exemple, quelqu'un d'assez original dans l'habillement ou dans la coiffure, et on dit c'est un philosophe ou bien c'est un artiste. Ou bien on voit quelqu'un qui parle bien, qui parle beau, un orateur, un séducteur ou une séductrice, et on dit c'est un philosophe ou c'est un poète. Alors que si on regarde les conditions de production d'œuvres philosophiques, peut-être qu'on disqualifierait ces gens-là comme étant philosophes, voire même comme étant poètes. Et que ces domaines ont des critères objectifs, ce sont des domaines de manifestation d'une subjectivité, mais n'empêche, ce sont des domaines qui ont des critères objectifs qui les déterminent. Donc, celui qui est qualifié dans ces domaines, il y a une façon de le reconnaître. J'avais dit, ce qui est fondamental d'abord en philosophie, c'est d'être un esprit libre, un esprit critique. Une conscience libre, une conscience critique. Maintenant, quand on a fini de développer cela, quand on a fini de s'appuyer sur son esprit, sa conscience, et que cette conscience soit perfectionnée jusqu'à ce qu'elle mérite d'être appelée conscience critique ou esprit critique, se développe un sujet pensant. La philosophie, c'est la philosophie d'un sujet qui pense le monde, qui pense les choses, mais aussi qui se pense. Donc, qui pense le monde, mais aussi qui s'auto-pense, qui pense ses relations, ses interactions avec la nature, qui pense ses relations, ses interactions avec ses semblables, la société ou le groupe social dans lequel il vit, il évolue, mais qui se pense, qui plonge en lui-même sous forme d'introspection pour essayer de voir qui il est. Donc, le philosophe, c'est un esprit libre, un esprit critique qui s'affirme comme sujet. Sujet pensant. Quand on dit sujet, c'est le moi, c'est le je. Les latins, ils disent ego. Donc, mais un ego qui se pose. Pour être un sujet, il faut se poser. Naturellement, chaque être humain a la capacité de dire moi, quel que soit ce qu'on ajoute. Moi, je veux ceci, je veux cela, moi, je ferai ceci, je ferai cela. Mais le fait de dire moi, c'est le fait de se poser en même temps. Se poser, c'est-à-dire s'affirmer. S'affirmer, se distinguer. C'est une volonté de montrer à l'entourage, aux autres, ou pour en faire une notion à autrui, c'est le fait de montrer que je suis là, que je suis distinct de vous, je suis distinct de la nature, je suis une spécificité. À moi seul, je suis une singularité, comme si j'étais seul dans l'univers, comme si j'étais seul face à l'univers. C'est ça le fait de se poser comme sujet, de s'affirmer comme sujet, tout en étant conscient que je ne suis pas seul, mais je me pose comme si j'étais seul. Cela me permet de me différencier, mais je ne me différencie pas pour rejeter autrui, ou les autres, ou la nature, ou la société. Je me différencie pour être identifiable. À partir du moment où je suis identifié, parce que identifiable, je mets mon contenu dans mon ouvrage, mon travail de différence. Quel est le contenu que le philosophe doit mettre? C'est un contenu lié à la pensée. C'est-à-dire, je suis un sujet pensant. Je suis un sujet pensant qui essaye de se penser et de penser le monde. De se penser et de penser ses relations avec les autres. C'est ce qui pousse Descartes à fonder sa philosophie sur le sujet. Il dit, je pense, donc, je suis. En latin, cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Descartes, vous avez bien appris que c'est la philosophie du doute. Le doute méthodique. Le doute méthodique qui évite de se faire un doute destructeur total comme celui du sceptique, qui suspend tout, qui met entre parenthèses tout, qui ne laisse rien échapper, un glaive méchant qui détruit tout, qui reste certes philosophique, mais qui ne laisse rien debout. Descartes, lui, se propose d'appliquer un doute méthodique, un doute qui suspend tout, mais d'une suspension provisoire, d'une suspension stratégique. Parce que là,
le programme de dépasser cette étape de suspension, cette étape de mise en parenthèse, comme disent les sceptiques, de mise en époque. Un doute qui se manifeste d'abord par une forme de radicalité. Radical, c'est-à-dire qui va jusqu'à la racine des choses. Un doute radical face à ce qu'il a appris en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, dans son cursus au collège de la Flèche. Comme vous, votre cursus jusqu'à maintenant, de l'élémentaire jusqu'à la terminale, des 4 disciples de tout et de tout. Est-ce que ce que l'on m'a enseigné est vrai? Est-ce que ce que l'on m'a enseigné est pertinent ou fondé? Est-ce qu'il n'y a pas des faussetés ou des erreurs dans ce que l'on m'a enseigné? Malgré l'expertise de mes maîtres, malgré la science ou l'érudition de mes enseignants, est-ce qu'il n'y a pas des poches, d'erreurs, des endroits où il y a des choses à revoir? Puisqu'on reste des êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes là avec notre imperfection naturelle. L'homme n'est pas parfait, il est perfectible. S'il est perfectible, c'est que quelque part, il a des défauts. Donc, puisque nous sommes humains, maîtres ou pas, enseignants ou pas, peut-être qu'on a eu à enseigner des choses qui ne sont pas fondées. Pas de vernis, c'est-à-dire sans le savoir. Comme on enseignait il y a des siècles que la Terre est le centre du monde. Si vous avez appris en géographie le système géocentriste. Géo, la Terre, Gaïa, la Terre est au centre du monde. Cela a été enseigné pendant des millénaires. À partir du XVIe siècle, Copernic découvre que c'est faux, que la Terre n'est pas au centre du monde. D'ailleurs, il n'y a même pas de centre du monde connaissable pour nous, puisque nous ne connaissons pas les frontières du monde. Pour connaître le centre du monde, il faut connaître les frontières périphériques, extrêmes du monde. Et personne n'a jamais observé cela. Personne n'a jamais vu les limites de l'univers. Donc la notion même de centre, elle est problématique. À la limite, qu'est-ce qu'on peut faire? On identifie le système solaire, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour du Soleil. On dit qu'il y a alors un Soleil au centre du système solaire, l'héliocentrisme avec Copernic, qui sera confirmé par Galilée au XVIIe siècle. À partir de ce moment, Descartes est en légitimité, en droit de dire on peut enseigner des choses qui sont fausses. Puisqu'on a enseigné longtemps, pendant des siècles, voire des millénaires, que la Terre est le centre du monde, alors que c'était faux. Nous, au primaire, on nous enseignait, au primaire, nous, c'était au XXe siècle, on nous enseignait que le système solaire était composé de 9 planètes. À partir de 2006, l'Union internationale des astronomes se réunit lors d'un congrès, 3 jours, 4 jours, je crois, pour réévaluer la position de Pluton dans le système solaire. Ils se sont rendus compte que c'était une erreur de considérer que Pluton fait partie des planètes, que c'est une planète, que Pluton ne remplit pas toutes les conditions pour être une planète. Pluton a été dégradé, sorti de la liste des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc vous avez appris quoi? Que le système solaire est composé de 8 planètes. Alors que nous avions appris que le système solaire était composé de 9 planètes. Et Pluton est toujours là où il est. Et Pluton tourne toujours autour du Soleil. Mais il n'est plus observé comme une planète, mais comme une autre forme d'objet cosmique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, dans mon cursus, j'ai appris des erreurs. Et ceux qui m'ont enseigné ces erreurs, ce sont mes maîtres. Pourtant, mes maîtres étaient très forts. Mais cela est à mettre au crédit de l'impuissance de l'homme à trouver la vérité de façon absolue. Cela est à mettre dans le cadre de l'absence de perfection chez l'être humain. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. C'est ce qui nous pousse à dire que la science, avec Karl Popper, c'est ce qui avance par erreur et rectification. S'il y a donc des erreurs dans nos sciences, cela légitime que l'on doute, comme Descartes a douté, et que l'on doute de façon radicale, que le doute soit racinaire, que le doute soit profond, parce que ce sont les racines qui vont profondément sous terre. Il faut les suivre dans la profondeur de la terre pour voir tout ce qu'il y a au fondement de nos connaissances. Et là, Descartes continue ce doute radical par rapport à sa culture française, européenne en général, par rapport à sa religion chrétienne, par rapport à la civilisation occidentale, par rapport à toutes choses qui était à sa disposition en son temps au XVIIe siècle. Quand il a fini de faire ce doute radical, avec l'expérience du doute radical, il a continué, il a exagéré avec ce qu'on appelle le doute hyperbolique. Le doute hyperbolique étant un doute exagéré parce qu'il doute même de son existence. Descartes se dit, qu'est-ce qui me garantit que je suis là en train de méditer, de penser philosophiquement,
alors qu'en réalité, je suis quelque part sur mon lit, en train de rêver que je médite. Comme nous, présentement, qu'est-ce qui nous garantit que nous sommes là en train de faire une synthèse de philosophie, alors qu'il est 2 heures du matin, nous dormons à point fermé, sachant que pendant un rêve, ou pendant le rêve, il y a la certitude que ce que l'on voit est vrai. Il y a la certitude que ce que l'on voit est réel. Quand on rêve, quand le rêve n'est pas terminé, nous sommes sûrs et certains que c'est vrai. C'est au réveil que l'on se rend compte que c'était juste un rêve. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que la certitude que nous avons, que nous faisons une synthèse de philosophie là, dans cette structure, dans la commune de Aléa, que c'est une vraie synthèse, alors qu'en réalité, nous sommes en train de rêver, nous sommes chacun sur son lit, chacune sur son lit, dans sa chambre en train de rêver. C'est exagéré. C'est pour cela qu'on l'appelle le doute hyperbolique. Donc, il ne faut pas passer par le corps pour avoir la certitude que je ne rêve pas. Comme on dit, pince-moi. On se gifle ou on se pince pour être sûr qu'on ne rêve pas. Ça, c'est passé par le corps. Là, ça nous donnerait une preuve empirique. Et la science ne se pratique pas avec des preuves empiriques. Elle se pratique avec des preuves rationnelles. C'est-à-dire provenant de l'action heuristique de la raison, de l'aventure intellectuelle, de l'expérience intellectuelle. Descartes se dit alors, pour être certain que je ne rêve pas, que je suis dans un poêle, une chambre chauffée, au poêle, en hiver, en Allemagne, à l'occasion du couronnement de l'empereur, je cite la 3e partie du discours de la méthode. J'étais alors en Allemagne, à l'occasion du couronnement de l'empereur, et je me mis en hiver, dans un poêle, je me mis à m'entretenir de mes pensées, c'est-à-dire à méditer, de façon philosophique. Qu'est-ce qui me garantit que je ne rêve pas? Il dit qu'une chose est sûre, c'est que je suis en train de douter. Ça, je ne peux pas en douter. Je ne peux pas douter du fait que je suis en train de douter. Et si je suis en train de douter, c'est que je suis en train de penser. Parce que quand on doute, on réfléchit. On essaie de voir, de distinguer la bonne graine de l'ivraie, comme on dit. On essaie de discerner les choses. Qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, douter, c'est penser. Et comment peut-on penser sans exister? Si je suis en train de penser, c'est que j'existe. Il dit alors, je viens de trouver une première vérité qui échappe à toute forme de doute. Et que les doutes les plus extravagants, même le doute sceptique, ou le doute radical qu'il a lui-même eu à pratiquer, ou le doute exagéré, hyperbolique qu'il a eu à pratiquer, aucun de ces doutes, aucune forme de ces doutes ne peut arriver à bout de cette vérité que je suis en train de penser, et si je suis en train de penser, c'est que j'existe. Alors je pense donc j'existe devient la première vérité qui échappe à toute forme de remise en question, à toute forme de doute. C'est la vérité sorte de la philosophie de Descartes qui va bientôt être la science de Descartes, c'est-à-dire la vision systémique du monde de René Descartes. À partir de ce moment, cette expérience philosophique de René Descartes devient une expérience du sujet de René Descartes. C'est-à-dire c'est lui-même qui pense le monde. Mais il ne pense pas le monde de façon hasardeuse, il ne pense pas le monde de façon subjectiviste, de façon à tirer le drap de son côté. Il ne pense pas le monde lui-même pour défendre des intérêts personnels, des intérêts liés à ses passions, des intérêts liés à ses désirs, à ses ambitions personnelles, mais il pense le monde de façon sérieuse, de façon sincère, de façon rigoureuse. Et à partir du moment où on réussit à remplir les critères de sérieux, de rigueur, de sincérité, on atteint ce qu'on appelle l'objectivité. L'objectivité, c'est ce qui pousse tout ce qui m'écoute, je parle à la place de Descartes, tout ce qui m'écoute à être d'accord avec moi sur ma vision, à valider mon expérience intellectuelle, même si c'est une expérience intellectuelle du sujet individuel qu'est Descartes. Rappelons qu'il dit « je pense ». J'existe, il y a toujours le jeu. S'il y a le jeu, c'est lui. En mathématiques, vous ne verrez jamais jeu. En physique, en chimie, vous ne verrez jamais dans un chapitre jeu. Malgré qu'il y a le jeu, c'est-à-dire le sujet, pourtant son projet c'est d'être aussi sérieux que le mathématicien, que
que le physicien, que le chimiste ou je ne sais qui, pour n'importe quel scientifique, pour avoir cette auréole de l'objectivité. Car l'objectivité permet de présenter sa science ou sa philosophie à tout le monde et que tout le monde, faisant faisant les mêmes étapes intellectuelles, épistémologiques que lui, le philosophe qui pense le monde, puisse aboutir au même résultat. À partir du moment où on aboutit au même résultat, on obéit au deuxième critère de scientificité, l'universalité. Donc, la philosophie se pratique en tant que conscience libre et critique, en tant qu'esprit libre et critique, mais cet esprit libre et critique se pose comme sujet se pensant lui-même en tant qu'être humain, mais pensant aussi le monde et les interactions entre lui et le monde. Et quand je dis monde, monde physique comme monde social, univers physique, la nature comme univers social, notre société non semblable, mais à partir de ce moment aussi qu'il est en train de se penser et de penser le monde, il a comme ambition d'être pris au sérieux par tout le monde. Il a donc comme ambition de remplir les critères d'objectivité et d'universalité, de toute scientificité, de tout domaine à caractère positif. Et quand on atteint le stade de positivité, on devient une science. Donc la philosophie, c'est l'expérience intellectuelle d'un sujet qui a l'ambition d'être pris au sérieux dans sa lecture systémique rationnelle du monde ou de la réalité. C'est une individualité qui pense les choses, mais cette individualité ne pense pas les choses de façon frivole. Elle ne pense pas les choses de façon subjectiviste. Donc attention quand on dit que la philosophie est subjective, la science est, comme vous dites d'habitude, objective. Il faut faire très attention. La philosophie est subjective, oui, en tant que c'est la pensée d'une subjectivité. Car le mot subjectivité est synonyme du mot sujet. Et nous avons dit que le sujet, c'est le moi. C'est quand je dis je. Et c'est quand je m'affirme et que je manifeste ma personnalité, que je me différencie de la nature, pas par haine de la nature ou des autres, mais je me différencie pour montrer ma spécificité. Je me singularise positivement, je me montre, mais je ne me montre pas de façon négative. Je me montre et cette monstration elle est positive, n'est-ce pas? Donc c'est l'expérience intellectuelle d'un sujet, mais un sujet d'une subjectivité, l'expérience intellectuelle d'un sujet, l'expérience intellectuelle d'une subjectivité, mais d'une subjectivité qui se veut objective. J'espère qu'on ne s'embrouille pas. Parce qu'il y a deux compréhensions possibles du mot subjectivité. Subjectivité comme sujet et subjectivité comme ce qui m'arrange. Subjectivité comme satisfaire mes intérêts. Vous, vos intérêts, ce n'est pas mon problème. Si je m'en sors, tant mieux. Le reste, tant pis. Ça, c'est la subjectivité. Subjectivité comme je défends ma famille. Les autres familles, ce n'est pas mon problème. Subjectivité comme je défends ma religion. Je défends les intérêts de ma religion. Subjectivité comme je défends ma patrie, mon pays, ma nation. Les patriotes. Subjectivité comme les autres patries, les autres nations importent peu. C'est ma nation, c'est ma patrie seule qui est importante, qui est essentielle. Le reste, ce n'est pas mon problème. Cette forme de subjectivité, elle est rejetée par la philosophie. Donc, quand vous dites que la philosophie est subjective, vous devez entendre qu'elle est subjective en tant qu'expérience personnelle d'un sujet. Mais quand vous dites qu'elle est subjective dans le sens où elle est dans la frivolité, elle est dans les caprices, elle défend des intérêts privés, des intérêts personnels, dans ce cas, nous ne l'acceptons pas. Parce que si Descartes écrivait, après avoir écrit ses ouvrages, il les publiait et il est conscient que ce qu'il a écrit, c'est pour défendre la France et uniquement la France. D'office, il sait que ses livres seront rejetés, parce que tout le monde n'est pas français. Si Descartes écrit ses livres en tant que catholique, d'office, il ne sera pas accepté par tout le monde, parce que tout le monde n'est pas catholique. Donc tout le monde n'a pas la même religion, tout le monde n'a pas la même nationalité, tout le monde n'est pas de la même race.
tout le monde n'a pas la même culture ou la même civilisation, tout le monde n'a pas les mêmes projets, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Donc, Descartes, certes, c'est un sujet, c'est une subjectivité, mais c'est une subjectivité qui aimerait que tous les êtres humains qui le liront comprennent ce qu'il veut dire et l'acceptent. Dans ce cas, comment il doit écrire ses livres? Il doit les écrire en toute sincérité, en toute rigueur, avec le plus grand sérieux, tout en sachant que tout le monde n'est pas comme lui en tant qu'identité. Donc la philosophie est subjective en tant que sujet pensant, mais elle n'est pas subjective dans le sens de frivolité, d'anarchie, de caprice, de défense des intérêts personnels. C'est-à-dire que donc la science elle-même, elle est objective parce que la science, elle est sérieuse dans sa pratique, prenant en compte l'universel. Maintenant, qu'est-ce que nous avons en commun d'universel? C'est la raison. Le discours de la méthode commence par le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Le bon sens sous-entendant ici notre rationalité. Puisque nous n'avons pas la même foi religieuse, puisque nous n'avons pas les mêmes valeurs culturelles, puisque nous ne sommes pas de la même race ou des mêmes origines ou des mêmes pays, puisque je ne sais quoi encore qui nous différencie, qui nous distingue, mais il se trouve que tous les hommes sont dotés de raison. Descartes se dit, je vais m'adresser au bon sens de tout le monde. Je vais m'adresser à la rationalité de tous les êtres humains. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Je ne m'adresse pas à vos cœurs, je ne m'adresse pas à vos valeurs culturelles, mais je m'adresse à votre rationalité. Et si vous acceptez cette condition, m'écoutant rationnellement, vous pourrez, en suivant le cheminement intellectuel de ma rationalité, aboutir au même résultat que moi, parce que vous m'aurez compris. Et en cela, la philosophie devient une affaire sérieuse. Hegel, à juste titre, a écrit « Il est temps de faire de la philosophie une affaire sérieuse ». Et toute affaire sérieuse est science. Toute affaire sérieuse est positivité. Donc attention, quand vous dites la philosophie, elle est subjective, la science est objective. Si la subjectivité signifie les philosophes ne savent pas ce qu'ils disent, ils racontent du n'importe quoi, nous ne l'acceptons pas en vous corrigeant. Parce que nous nous prenons au sérieux. C'est les autres qui peuvent ne pas nous prendre au sérieux. Mais nous nous prenons au sérieux. Quand je dis vous comprenez, moi je ne vais pas parler des profs, mais ceux qui pensent philosophiquement le monde et les choses, nous nous prenons au sérieux et nous sommes à la quête de la vérité. Vous voyez l'étymologie? Philosophia en grec, ou philéin sophia, ou philia sophia, quel que soit le mot que vous employez, c'est-à-dire amour de la sagesse, et dans le mot amour, vous avez l'idée de recherche. Qu'est-ce qu'on aime? On aime ce que l'on n'a pas. Ce que l'on possède, à force d'être avec, on finit par s'habituer. Mais il faut bien écouter aussi. Ne pensez pas à des choses que je ne peux pas dire. Pensez aux choses que je veux dire. C'est-à-dire, parce que ça fait tendancieux. Je vais donner un exemple très précis. Je passe devant un concessionnaire d'automobile. Je vois une belle BMW X6 ou je ne sais quoi. Je désirerais la voir pour ses belles formes, pour la qualité mécanique que je suppose qu'elle est en elle. Je désire la voir, je demande le prix, on me dit 50 millions. Je suis très loin financièrement du compte et je me mets à chercher l'argent pour avoir cette belle voiture. Donc la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, elle est loin, très éloignée, et moi, je dois cheminer vers elle. Maintenant, à ma disposition, j'ai 500 000, mais je n'ai pas 50 millions. N'est-ce pas? Quand est-ce que j'aurai les 50 millions? Dans fort longtemps. Peut-être même, je n'aurai jamais les 50 millions. Peut-être même quand j'aurai les 50 millions, cette voiture-là, elle sera démodée. Il y aura d'autres nouvelles voitures qui seront à la mode. Donc, il se peut que je n'atteigne jamais la sagesse. Mais supposons que par miracle, le monnaie, j'ai entendu qu'ils sont très généreux, ils se cotisent ou bien ils ont des subventions, ils me trouvent les 50 millions. Et que ce véhicule, j'ai fini par l'avoir. Donc, je le possède. Je possède la sophia. Je possède le savoir ou la sagesse. Je ne sais pas comment le dire.
Je le conduis pendant 1 mois. C'est l'euphorie, c'est la joie. Je le conduis pendant 2 mois. C'est l'extase. Et vous imaginez comment je vais faire le malin devant les autres. Vous devinez comment je vais faire le vaniteux devant tout le monde. Mais ça fait 6 mois que je conduis la voiture. Ça fait 8 mois. Et ça fait 8 mois que je mets du carburant. Le monnaie m'a offert le véhicule, mais le monnaie ne me donne pas le carburant. Et donc ça fait 8 mois que mon argent, je me rends compte que ça part dans le véhicule. Et il y a des périodes de vidange, quelquefois de petites pannes, ou bien les phares, des ampoules qui sont grillées, je dois les changer. Donc, mon argent, ce n'est plus seulement pour la marmite, pour manger, mais c'est aussi pour le véhicule. Je commence à voir que le véhicule, c'est mon poids. Est-ce que je ne vais pas, petit à petit, remarquer que l'admiration ou l'amour que j'avais pour ce véhicule va diminuer? Donc, on aime et l'amour reste. On aime ce que l'on n'a pas et l'amour reste parce qu'on ne l'a pas encore. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que d'autres diront, et ils ont leurs épouses, mais ils continuent d'aimer leurs épouses. Là, je donne exactement l'exemple du véhicule. Je donne l'exemple du véhicule. N'est-ce pas? Donc, chaque fois que je parle comme ça, mes élèves me disent, mais monsieur, et quand on a une épouse ou un époux, on est marié, donc est-ce que ça veut dire que l'amour va disparaître? Non, ça ne va pas disparaître. Non, peut-être qu'à la limite, cela va se changer et s'améliorer en autre chose. Oui, je le dis en Wolof, njëlbéen da ngay sëy su yàggee da ngay seey. Njëlbéen da ngay sëy, le mariage, su yàggee da ngay seey. Vous devenez un. Vous n'êtes plus 2 personnes mariées, vous êtes un couple. Donc l'amour ne disparaît pas. Faut le dire à Mandé. Non, à Mandé, je ne parle pas à Mandé. Peut-être que vous pourriez le dire à Mandé, moi je ne parle pas à Mandé. J'aimerais bien parler Mandé, mais je n'arrive pas encore à part Kotanante. Donc, oui. Donc, la Sophia, on la cherche, on ne l'atteint jamais. Pourquoi on ne l'atteint jamais? Ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais c'est parce que c'est l'homme qui est impuissant à l'atteindre. Pourquoi il est impuissant à l'atteindre? L'homme, on dit au début, ce n'est pas un être parfait, c'est un être perfectible. Dieu, il est sage, parce que de nature, il est parfait. Dieu, il est sage. Sage dans le sens de savant, il sait tout. Sage dans le sens du comportement, c'est-à-dire il est bien. Il fait fonctionner, il fait vivre le bien. Sage dans les 2 sens. L'homme, il aspire à être sage, c'est-à-dire à savoir. Il y a des choses qu'il réussit à savoir, mais il est loin de tout savoir. Et parmi le peu de choses qu'il réussit à savoir, il y en a beaucoup qui ne sont pas de vrais savoirs, qu'il croit être de vrais savoirs, mais bientôt il se rendra compte que ce ne sont pas de vrais savoirs. Donc même dans ce qu'il a emmagasiné comme savoir ou connaissance, il y a des choses qui ne sont pas de vraies connaissances ou de vrais savoirs. Donc il est très limité. En termes de comportement, c'est-à-dire vivre en adéquation avec le bien, vivre vertueusement, vous savez très bien que l'homme ne peut pas vivre sans commettre de fautes, pour ne pas dire de péché. Vous savez très bien, quand il définit l'homme comme un bois courbe, la courbure sous-entendant les maladresses, notre impuissance à suivre le droit chemin de façon absolue, de façon sérieuse et de façon permanente. L'homme n'est pas un bois droit. Pourtant, la religion nous demande d'être droit. La morale nous recommande d'être droit. Même l'éducation à la maison, l'éducation familiale, c'est pour que l'on soit droit. Mais hélas, notre nature elle-même n'est pas droite, elle est courbe. C'est donc un homme fait d'un bois courbe, pour parler comme Kant, il doit, grâce à l'éducation, être redressé